Donc, je m'appelle David Elbaz, je travaille au service d'astrophysique au CEA à Saclay. Et aujourd'hui, je vais vous parler de composantes de l'univers sur lesquelles nos théories aujourd'hui achoppent un petit peu. Ça fait partie des grands mystères sur l'univers. On les appelle la matière et l'énergie noire. Alors, on les appelle noirs parce que ça ne fait pas de lumière, et aussi parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, quand un scientifique vous parle de quelque chose de noir, en général, c'est qu'il avoue quelque part qu'il n'est pas très sûr de savoir de quoi il s'agit, ni même s'ils existent. Alors, vous avez entendu parler de l'actualité d'hier. On est à un moment un peu particulier parce que hier, on a eu pour la première fois, l'image de la silhouette d'un trou noir. Alors, un trou noir, ça ne fait pas de lumière. Et donc, pour pouvoir voir un trou noir, c'est un peu difficile. Mais si ma main ne produisait pas de lumière, quand je la mets devant cet écran, vous pouvez voir l'effet qu'elle fait parce qu'elle vous empêche de voir la lumière qui est derrière, même si elle ne fait pas de lumière. Et c'est comme ça qu'on a fait cette silhouette d'un trou noir. Donc les trous noirs sont aussi des objets qui ne font pas de lumière. Et je reviendrai un peu dessus pour vous dire un peu comment on fait pour mesurer la masse d'un objet qui ne fait pas de lumière, comme le trou noir. Et c'est ce dont je vais vous parler est lié à cette problématique, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'univers, on voit des étoiles, il y a environ 230 milliards d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée, des galaxies comme celle-ci, à différentes distances de nous, qui sont toutes peuplées d'environ 100 à 200 milliards d'étoiles comme notre galaxie, la Voie lactée, et qui s'étalent sur des distances telles que la lumière a mis 13,8 milliards d'années à nous arriver. Et comme l'univers s'est étendu pendant que cette lumière nous est arrivée, en réalité, les plus lointaines galaxies qu'on voit sont à des distances qui se mesurent en dizaines de milliards d'années-lumière, parce que pendant que la lumière voyageait, l'univers s'étendait. Et donc, on a un énorme volume d'univers et on estime qu'il y a environ 100, 200 milliards de galaxies dans l'univers. Et dans chaque galaxie, chaque étoile semble avoir des planètes qui tournent autour. On pense qu'il y a des terres comme la nôtre un peu partout, des milliards et des milliards de terres dans chacune de ces galaxies qui sont par centaines de milliards. On ne sait pas s'il y a de la vie dessus, mais les planètes elles-mêmes sont des objets noirs en quelque sorte parce qu'elles ne rayonnent pas de lumière. Et de la même manière, on essaie de détecter les planètes lorsqu'elles passent devant une étoile parce qu'elles font aussi de l'ombre. Et en voyant varier la lumière d'une étoile, on essaie de détecter la présence d'une planète. Parfois, on essaye de voir la lumière réfléchie de l'étoile sur la planète, et dans un lointain futur, on espère même être capable de discerner, lorsque la lumière se réfléchit sur la surface du planète, la présence de végétation. Parce que la végétation, à travers la chlorophylle, va réfléchir différemment la lumière. On appelle ça l'albédo, le type de lumière, la capacité de réfléchir la lumière des planètes. Et là, on pourra peut-être savoir s'il y a de la vie sur d'autres planètes. Alors, cette problématique, c'est de la même manière qu'on essaie de voir des planètes qui ne font pas de lumière, des trous noirs qui ne font pas de lumière, eh bien, on essaye de mesurer la masse dans l'univers, on essaye de peser l'univers, et cette masse, eh bien, on s'est aperçu, et je vais vous l'expliquer, qu'elle était dominée par des objets ou des composantes qui ne font pas de lumière. Alors comment on peut peser des objets qui ne font pas de lumière? C'est un mystère. Et d'ailleurs, comment fait-on pour peser même des objets qui font de la lumière? C'est peut-être pas évident pour vous de savoir comment on fait pour peser un objet qui est loin dans l'univers, parce que finalement, tout ce qu'on reçoit de la voûte céleste, c'est de la lumière. Alors, voir des objets qui ne font pas de lumière, alors qu'on ne fait que recevoir de la lumière, et mesurer leur masse, c'est quelque chose de difficile. Donc, ça commence avec Kepler, au début du XVIIe siècle. Vous devez tous connaître ça. Kepler s'est rendu compte que lorsqu'on étudie les planètes qui tournent autour du Soleil, elles suivent certaines propriétés, dont une qui est que les planètes tournent autour d'une ellipse, elles suivent une ellipse. L'ellipse, contrairement au cercle, puisqu'elle est un peu allongée, elle a deux foyers, deux centres, et l'un des foyers est occupé par le Soleil, et la planète tourne, et comme ça, chacune des planètes tourne autour d'une ellipse. Donc ça, c'est la première loi qu'a écrit Kepler. Puis, il s'est rendu compte d'une autre propriété, qui est la troisième loi de Kepler, qu'il a énoncée en 1618. Cette propriété vient de la comparaison entre ce que on pourrait appeler le rayon de l'ellipse, mais en fait, comme l'ellipse est un peu allongée, on l'appelle le demi-grand axe. Vous avez ici le grand axe, la moitié du grand axe, c'est petit a. Et puis t, qui est le temps que met la planète à faire une orbite. Donc, c'est la période de rotation de la planète autour du Soleil. Et si, alors là, c'est un peu magique, hein, c'est
Si vous prenez le cube de A et que vous le comparez au carré de T, il n'y a aucune raison de faire ça, hein, mais des scientifiques explorent toutes les possibilités. Comment il est arrivé là? Il faut certainement avoir un esprit un peu tordu pour y arriver. Donc si vous voulez faire de la science, soyez tordu. Ne commencez pas à vous dire A doit être proportionnel à B. Non, partez dans des trucs très compliqués, des fois ça marche. Donc avec un esprit un peu tordu, il s'est rendu compte, après des années de travail, que le cube du demi-grand axe était directement proportionnel au carré de la période. Donc si par exemple je prends la planète Jupiter, elle est à 5,2 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire à 5,2 fois la distance Terre-Soleil qui est de 150 millions de kilomètres. Et elle met 11,86 ans à faire une orbite. Donc si vous prenez le carré de 11,86 et le cube de 5,2, eh bien, vous aboutissez à une position qui, d'ailleurs, par une drôle de coïncidence, c'est à peu près la même valeur les deux. Mais c'est à peu près 140 pour les deux. Eh bien, vous aboutissez à ce point de la position de Jupiter. Puis si vous faites pareil pour toutes les planètes, ben, vous apercevez que ça suit une loi. Il faudra attendre 70 ans pour donner sens à cette loi. Kepler a essayé de chercher l'origine de cette loi, et c'est Newton qui, en 1687, a introduit la fameuse constante G, la constante de gravitation et la force de gravitation, qui permet de décrire comment le Soleil attire les planètes, et à travers cette constante de gravitation, le rapport qu'il y a entre ces deux valeurs, le cube du demi-grand axe et la période au carré, eh bien, il l'a exprimé à partir de la masse des objets et de cette constante de gravitation. Il en découle qu'on peut écrire cette même relation d'une autre façon, la vitesse à laquelle les planètes tournent, comparée à la distance à laquelle elles se situent, eh bien, suit une loi qui est que la vitesse est égale à la racine carrée de la masse fois la constante G divisée par R. Et cette masse, c'est la masse qui attire l'objet, c'est-à-dire la masse du Soleil. En d'autres termes, si vous pouvez mesurer la vitesse ou le temps que met une planète à suivre son orbite et la distance à laquelle elle se trouve, eh bien, vous pouvez en déduire la masse qui l'attire. Et vous pouvez donc peser le Soleil, alors que aller peser le Soleil, c'est compliqué. Eh bien, vous pouvez peser le Soleil simplement par l'observation du mouvement des astres. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est la même chose, à peu près la même technique qu'on va appliquer aux étoiles, aux galaxies, à l'univers. Et on va comme ça, au lieu de peser le Soleil, on va peser les étoiles, on va peser les galaxies, on va peser l'ensemble de l'univers, et on va essayer de comparer la masse qui est pesée par la dynamique. Tout ça, c'est de la dynamique, c'est des mouvements qui montrent qu'il y a de la masse qui attire. On va comparer ça avec la masse qui fait de la lumière. Et puis si on voit une différence entre la masse qui fait de la lumière et puis la masse qui crée cette dynamique, on parlera de matière noire, de trous noirs, et on verra aussi même d'énergie noire, c'est-à-dire des composantes qui doivent participer à ça, mais qu'on ne voit pas. Alors, continuons avec le système solaire. Lorsqu'on a étudié les mouvements des planètes autour du système solaire avec cette loi de Newton, tout marchait très bien, sauf pour la planète Uranus qui est ici. Alors j'ai mis champ faible et champ fort parce qu'ici on est près du Soleil, ici on est loin du Soleil, la gravité est plus faible, et on s'est rendu compte que la planète Uranus suivait bien un mouvement elliptique autour du Soleil, mais cette ellipse se décale un petit peu au cours du temps, et ça, on peut le comprendre du fait de l'influence des autres planètes et de leurs mouvements, qui ne sont pas toujours au même endroit. Donc ça se comprend, et globalement on peut comprendre ça, mais il y a un tout petit écart qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors on peut le mesurer par exemple en prenant le point de l'ellipse qui est le plus près du Soleil, et puis pour chacune des orbites, on mesure ce point. Et ensuite on va suivre le mouvement de ce point au cours du temps, et on va appeler ça le déplacement de ce point qui s'appelle le périhélie, qui est le plus près du Soleil, du centre d'attraction. Et le petit écart ne pouvait pas s'expliquer, et là il y a eu deux théories qui ont été proposées. George Airy, qui est un astronome qui a fait beaucoup avancer l'astronomie, a pensé que lorsqu'on est aux confins du système solaire, là c'est tout au bout du système solaire, eh bien la gravité doit se comporter différemment de la loi de Newton. C'est ce qui expliquerait pourquoi ça ne marche pas pour Uranus. Et son élève, John Adams, lui, pensait au contraire que c'était autre chose. Et Adam Le Verrier, pensait lui aussi à autre chose. Il pensait que
un astre situé au-delà d'Uranus l'influençait et selon sa position, allait modifier l'orbite d'Uranus. Et il a calculé ça, donc en 1846, il a calculé quelle serait la masse et la position de cet astre qui pourrait avoir cette influence. Et puis, il a écrit un article, il a donné la position attendue à un collègue allemand qui est allé au télescope, observé, et il a découvert ainsi la planète Neptune, qui est ici, et qui était à la position prévue. Alors là, c'est pratiquement la découverte, première fois on découvre quelque part un astre noir, une forme de matière noire, parce qu'on n'avait pas connaissance de cette planète, on a utilisé les mouvements des astres pour déduire la présence de cette planète. Mais en réalité, cette planète a toujours été visible au télescope. Mais son orbite étant tellement lente, eh bien, on n'avait pas réalisé que, par exemple, Uranus met 84 ans pour faire une orbite, et Neptune encore plus. Donc on n'avait pas réalisé que c'était un astre mouvant. Planète, planétos en grec, c'est un astre qui bouge. Et donc on croyait que c'était une étoile. Maintenant, on sait que c'est une planète, et une fois qu'on a pris en compte la masse et l'influence de cette planète, à ce moment-là, tout est devenu clair, et la théorie de Newton marchait parfaitement. Donc, à travers la dynamique, on peut mesurer des masses. Et donc, avec la même méthode, on peut mesurer aussi la masse des trous noirs. Je vous montre l'image qui a été présentée à la presse hier, qui a été obtenue par la combinaison de 8 ensembles de télescopes disposés un peu partout sur la planète pour pouvoir faire ce qu'on appelle de l'interférométrie. L'idée, c'est d'avoir un télescope qui mesure plusieurs milliers de kilomètres, quasiment la surface de la Terre. C'est impossible à construire, d'accord? Mais qu'est-ce que fait un télescope? Un télescope, tel qu'on les utilise, alors dans ce domaine-là, qui est dans le domaine du millimétrique ou de la radio, ce sont des antennes, une grande antenne parabolique. Et si vous pouvez collecter la lumière qui vient de toutes les directions, plus vos bras sont grands, plus vous pouvez recevoir de lumière. Et comme ça, vous pouvez avoir des objets très fins, très faibles, et vous pouvez voir avec une très grande précision. Le problème, c'est que comme on ne peut pas construire ce grand télescope, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a construit des petits bouts. Un bout là, un bout là, un bout là, un bout là, un bout là. Il vous manque tout le reste. Ce bout-là, il est au pôle sud. Celui-là, il est dans le désert de l'Atacama au Chili, à 5000 mètres d'altitude. Celui-là, il est en Espagne, etc. 8 endroits sur la planète. Et puis, vous avez les petits bouts. Mais comment pouvez-vous recomposer l'image avec ces petits bouts-là? Parce que si vous avez un seul grand télescope, il est au même endroit, il reçoit la lumière qui est une onde. Et quand vous recevez le sommet de l'onde ou le creux de l'onde, tout le monde arrive avec une même phase par rapport à ces vagues, et puis selon le trajet de la lumière, si on est là ou là, il va y avoir ce qu'on appelle de l'interférence. Et pour pouvoir suivre l'onde lumineuse, les astronomes qui ont voulu combiner tous ces télescopes, prendre des horloges atomiques qui mesurent le temps avec une précision extrême, les mettre à côté de chacun des télescopes pour pouvoir enregistrer tout. Pour les donner au pôle sud, comme on ne peut pas aller au pôle sud quand on veut, il a fallu attendre quelques mois pour que les images arrivent, etc. Et c'est seulement après des mois et des mois et des mois de travail, de collection d'informations, qu'ils sont arrivés à cette image, où vous voyez ici, véritablement, on savait que les trous noirs existaient. Mais là, il se passe deux choses extraordinaires. La première, c'est que, vous voyez ici, il n'y a pas de lumière au centre. Or, ce que vous voyez en rouge et en jaune ici, c'est du gaz chauffé à plusieurs millions de degrés. C'est un plasma qui est chauffé à plusieurs millions de degrés du fait qu'il est attiré par le trou noir. Lorsque de la matière tombe sous l'effet de la gravité, les particules se cognent, elles chauffent, elles atteignent des millions de degrés. Ici, c'est un rayonnement à des millions de degrés. Et puis, là, derrière le trou noir, il y a de la matière, mais qu'on ne voit pas. Et donc, le trou noir a bien l'effet de ne pas laisser passer la lumière. Aucune lumière ne sort. Et la partie qui est plus lumineuse ici, c'est la partie de la matière qui tourne autour du trou noir, qui vient vers nous, et qui est amplifiée. Et celle qui est là, elle s'éloigne. Donc ça montre que la matière tourbillonne, autour du trou noir pour rentrer dedans. Et de chaque côté du disque, du fait que cette matière tourne, eh bien, il y a des jets de matière qui sont produits. Et maintenant, on a la preuve définitive que ces jets de matière extraordinaires qui sortent des galaxies et qui mesurent des centaines de milliers d'années-lumière, eh bien, sont bien issus d'un tout petit point, un trou noir, dont la taille ici de ce trou noir, c'est 38 millions de kilomètres, donc ça peut paraître grand, mais c'est à peu près un quart de la distance qui nous sépare du Soleil. Et dans ce quart de la distance qui nous sépare du Soleil, il y a 6,5 milliards de fois la masse du Soleil.
Donc c'est extraordinaire. Et donc, en étudiant le mouvement de ce gaz qui tourne, on a pu mesurer la masse d'un astre qui ne fait pas de lumière, un trou noir, et qui fait 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. On se pose la question de savoir si, en prenant en compte tous les trous noirs qu'il y a dans l'univers, il ne pourrait pas expliquer ce dont je vais vous parler, la matière noire. Et je vous dirai 2 mots de ça. Il y a peut-être un lien entre les trous noirs et la matière noire. Alors, continuons sur notre exploration de la masse des objets dans l'univers. Parce que je pense que c'est important de comprendre comment on arrive à déduire l'existence de composantes avant de se demander quelle est leur nature. Voici des étoiles dans le ciel. Je ne sais pas si vous le savez, mais plus de la moitié des étoiles dans la voûte céleste sont des paires, sont des couples. Elles vivent en couple. Parfois, il y en a 3. Elles ne sont pas solitaires. La plupart sont en couple. Et ces couples stellaires, eh bien, pour mesurer leur masse, on utilise le fait qu'ils sont des couples, et pour mesurer leur distance, on utilise le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Je vais vous expliquer comment on fait ces 2 choses. Alors, le Soleil est là, la Terre est là, ce n'est pas à l'échelle, donc je mets une étoile ici, et puis on va regarder cette étoile, par exemple, le 21 juin, au moment du solstice d'été. La Terre, elle, va suivre une orbite de 150 millions de kilomètres de distance par rapport au Soleil, et lorsque on arrive ici, le 21 décembre, par exemple, la même étoile est vue avec un angle différent. En fait, si vous étiez positionné en dehors de ce local, dehors, et vous regardiez la même étoile pendant tout le cours de l'année, vous la verriez faire un petit cercle. Parce que c'est nous qui bougeons, comme ça, et au cours de notre mouvement autour du Soleil, vous la verriez faire un petit cercle. Ce petit cercle, on appelle ça une parallaxe, ce petit cercle-là. Et vous imaginez bien que si je multipliais la distance de la Terre par rapport au Soleil par un facteur 100, si on tournait très 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 loin du Soleil, à ce moment-là, je verrais l'étoile avec un angle encore plus grand et je la verrais faire un très grand cercle. Si à l'inverse, je la rapprochais du Soleil, le cercle serait trop petit. D'une autre manière, si maintenant cette étoile n'était pas tout près du Soleil, mais elle était très très loin, elle ferait un tout petit cercle. Eh bien, quand Copernic a dit « la Terre tourne autour du Soleil et ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre », la raison pour laquelle beaucoup de scientifiques sont opposés à ça, c'est parce qu'ils lui ont dit « écoute, Copernic, où sont les petits cercles que devraient dessiner les étoiles? On ne voit pas les étoiles danser. Si nous tournions autour du Soleil, les étoiles danseraient. Or, les étoiles ne dansent pas. Donc tu as tort. » Et l'implication du fait qu'on tourne autour du Soleil et qu'on ne voit pas ces petits cercles, c'est que les étoiles sont très 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 loin. Tellement loin que ça a fait une première explosion de notre univers. C'est-à-dire qu'il a fallu modifier la taille de l'univers tel qu'on la connaissait à l'époque de Copernic pour expliquer pourquoi on ne voyait pas ces petits cercles. Donc l'implication de ce qu'a dit Copernic, c'était que l'univers était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Alors comment on a pu mesurer ces petits cercles? Avec des télescopes. Et par exemple, l'angle qu'il y a ici entre l'étoile et puis la verticale, et donc l'étoile fait un cercle par rapport à cette ligne, ça va vous donner le rapport entre la distance entre la Terre et le Soleil et puis la distance de l'étoile. La première fois qu'on a mesuré ce petit cercle, il faisait 0,63 secondes d'arc. Alors ça ne vous dit rien certainement, 0,63 secondes d'arc dans la constellation du Cygne, mais pour avoir une idée, prenez une feuille de papier d'aluminium. Vous la regardez par l'épaisseur, c'est déjà très peu épais. Vous la prenez à bout de bras, mais maintenant vous la coupez en 6 tranches. Là, ça devient quelque chose quasi invisible. Ça, c'est le diamètre du cercle que fait la première étoile qu'on a vue et qui est une des plus proches qu'on ait jamais vues. Donc, vous imaginez bien qu'à l'œil nu, ça va être un petit peu compliqué. Et par contre, avec des télescopes, on en a mesuré maintenant des millions. Et on a réussi à déduire que la lumière de cette étoile mettait 11,4 années à nous arriver. Donc, ces petits cercles-là, c'est la projection du mouvement de la Terre autour du Soleil. Et ça permet de comprendre autre chose. Par exemple, quand on regarde le mouvement de Mars, eh bien, de temps en temps, la planète Mars, au lieu de continuer son orbite, elle revient en arrière, et puis ensuite elle repart. C'est ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. Elle revient dans le passé, elle repart. Pour quelle raison? Alors, on ne savait pas expliquer cette raison-là. Les Chinois, par exemple, quand ils voyaient ça, disaient, eh bien, dans la direction où ça se passe, la province de Chine où ça se passe, eh bien, il va y avoir une famine. Ou bien le gouverneur de cette région est en train de faire des bêtises, ou il va y avoir une guerre. Enfin, il y a un problème. Parce qu'il
y a une erreur, et le ciel étant le reflet de la Terre, il y a un bug. Alors, ce qui a été proposé à l'époque pour garder la Terre plus ou moins au centre du monde, c'était que les planètes tournent non seulement autour de la Terre, mais aussi autour d'un cercle qui s'appelle une épicycle. Et donc, c'est un cercle qui peut paraître artificiel, puisque ça permet d'expliquer pourquoi de temps en temps la planète repart en arrière. Et chaque planète avait un cercle. Et donc, on pourrait penser que ce cercle-là est simplement une vue de l'esprit, c'est comme ça que c'est présenté la plupart du temps dans les livres. On vous dit, on a rajouté des épicycles parce qu'on n'a pas compris que la Terre n'était pas au centre du monde. En réalité, ces épicycles ont un vrai sens physique. Ce sont des parallaxes. C'est-à-dire que le mouvement que fait une planète sur ce petit cercle, sur chacun de ces cercles, c'est la projection de notre mouvement autour du Soleil. C'est le même cercle que celui de l'étoile de tout à l'heure. En d'autres termes, ce ne sont pas des cercles artificiels, c'est la preuve que nous bougeons. Et Copernic avait remarqué la chose suivante, c'est que quand vous regardez les cercles qui sont dessinés par Mars, Jupiter et Saturne par exemple, la planète tourne de manière exactement synchrone autour de ces petits cercles. Elles tournent toutes à la même vitesse, la vitesse à laquelle nous tournons autour du Soleil, et ensemble. Et là, il s'est dit non, là c'est une drôle de coïncidence, c'est pas possible. Ça ne peut pas être une simple coïncidence, alors que si maintenant je mets le Soleil au centre du monde, il n'y a plus besoin de faire intervenir cette coïncidence. Pourquoi des planètes qui sont situées à des distances très grandes les unes des autres tourneraient-elles ensemble à la même vitesse? Donc ça, c'était la projection de notre propre mouvement. Et ça a permis de passer de cette vision où la Terre est au centre du monde à la vision où le Soleil est au centre de l'univers. Avec cette technique des parallaxes, donc, on peut mesurer les distances. On a pu comprendre qu'on n'était pas au centre du monde. Et maintenant, on va essayer de mesurer non pas seulement la distance, mais la masse des étoiles. Donc si je regarde une étoile, je peux regarder le petit cercle et je peux voir sa masse. Et maintenant, ce que j'ai dessiné ici, c'est des paires d'étoiles pour illustrer le fait que les étoiles ne sont pas seules, mais en paires. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut utiliser... Ça, ce sont des vraies images qui ont été prises le 22 décembre... là, vous avez 22 décembre 2010, et puis vous avez 28 octobre 2010. Donc, à différentes dates, vous voyez deux étoiles, une bleue et une rouge. Une rouge qui est une supergéante rouge et une bleue qui est plus chaude et plus compacte, qui tournent toutes les deux autour d'un centre de gravité, donc elles tournent ensemble, et ça c'est les vraies positions des étoiles. Alors, si maintenant on fait un petit schéma, il y a une des étoiles qui tourne sur un cercle, comme ça, sur une ellipse, l'autre sur une autre ellipse, et puis elle tourne autour d'un centre qui est situé entre les deux. Bien sûr, l'étoile la plus massive va être la plus près du centre, parce que c'est celle qui est la plus massive, qui domine la gravité. Et donc, il y a une relation entre les deux masses et les deux distances, qui s'appelle la relation qui définit le barycentre, le centre de masse, qui est défini ici. Donc, vous avez une relation entre les distances. Vous pouvez mesurer la distance entre les deux étoiles, la somme des deux R, et puis vous cherchez à mesurer maintenant la masse des deux étoiles. Vous pouvez aussi appliquer la loi de Kepler. La loi de Kepler va s'appliquer à ces astres qui tournent autour d'un centre. Et puis, autre chose, si vous mettez un télescope ici et vous regardez les étoiles, vous allez voir que voici le spectre d'une étoile. Eh bien, vous avez des zones où il y a moins de lumière, des petites zones d'ombre qui viennent de la présence d'atomes dans l'enveloppe de l'étoile, du magnésium, du calcium par exemple. Et cette absorption par le magnésium, par exemple, dans le verre, a une longueur d'onde bien précise, a une fréquence bien précise. Et si l'étoile s'éloigne de vous, cette fréquence est décalée vers le rouge. Si l'étoile s'approche de vous, elle est décalée vers le bleu. Et grâce à ce décalage, vous pouvez mesurer la vitesse des étoiles. Et donc, connaissant la vitesse des étoiles, vous pouvez, avec ces deux autres équations, arriver à déterminer la masse des étoiles. Parce qu'il y a un lien entre la gravité, la force de gravité qui est exercée entre les deux planètes l'une vis-à-vis de l'autre, et puis la force centripète qui fait qu'elle tourne et qui est la masse fois la vitesse au carré divisée par le rayon. Et donc, en combinant toutes ces équations, on arrive en mesurant le mouvement par un spectre, par la décomposition de la lumière des étoiles, en mesurant la distance entre les deux étoiles, on peut mesurer les masses des étoiles. Et là, on s'est aperçu d'une chose, c'est que les étoiles qui avaient une masse qui était directement liée à la puissance lumineuse qu'elles avaient. Donc vous avez ici la puissance lumineuse d'une étoile, et ici c'est la température des étoiles. Donc celles-ci sont les plus froides et les plus rouges, celles-ci sont les plus chaudes et les plus bleues, il y a une belle relation. Ça relie la température avec la luminosité.
Or, la température, c'est la couleur. Donc, si vous voyez une étoile d'une certaine couleur, vous pouvez en déduire sa luminosité, et vous pouvez la comparer, la luminosité, vous pouvez la calculer aussi à partir du flux reçu et de la distance, et vous connaissez la masse à partir des paires d'étoiles, et vous vous apercevez qu'il y a une relation, de nouveau, entre la masse et la luminosité. En d'autres termes, quand vous voyez une étoile, eh bien, avec sa couleur et avec sa brillance, eh bien, vous pouvez déterminer sa masse. Donc maintenant, on sait mesurer la masse des étoiles dans l'univers. Et là, on arrive en 1932, où pour la première fois, le mot matière noire va être évoqué par quelqu'un qui s'appelle Jan Oort, qui est ici, et qui étudiait la région dans notre galaxie, la Voie lactée, tout près du Soleil. Donc il regardait non pas toute la galaxie, mais une région tout près du Soleil. Et puis, dans un article qu'il a publié en 1932, il a dit la chose suivante, il a écrit une petite section qui s'appelle « The amount of dark matter », la quantité de matière noire. Il a calculé la matière qui était tout près du Soleil avec une technique que je vais vous indiquer, et la quantité de matière était de 0,09 masse solaire par parsec cube. Alors la parsec, c'est une unité de mesure des astronomes. C'est une distance telle que la distance Terre-Soleil fait une seconde d'arc, c'est 3,26 années-lumière. Et une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Peu importe, c'est une grande distance. Ce qui compte, c'est que l'unité, ici, c'est la même dans les trois chiffres que je vais vous donner. 0,09 fois la masse du Soleil dans un volume comme ça. Et puis la masse d'étoiles qu'il a calculée, en calculant les masses avec les techniques que je vous ai dit, faisait 0,038. Vous voyez que ça, c'est moins que ça. Et donc là, il y a un problème, parce qu'il a regardé toutes les étoiles autour du Soleil, il a regardé toute la masse autour du Soleil, il a compté ce que ça faisait 0,038. Et en étudiant les mouvements des étoiles, de toutes ces étoiles, avec une méthode que je vais vous décrire, il a trouvé que la masse qui était là-dedans était plus de 2 fois plus grande. En d'autres termes, les étoiles ne faisaient que 60% de la masse totale. Et donc là, il s'est dit, il y a une forme de matière noire. Seulement, à cette époque-là, la technique qu'il a utilisée, le télescope qu'il a utilisé, ne lui permettait pas de voir les petites étoiles les plus faibles, ni de voir la matière interstellaire diffuse. En 1986, donc bien longtemps après, des astronomes ont repris l'analyse de cet homme. Ils ont analysé la quantité d'étoiles et de matière interstellaire dans cette région, et ils ont vu qu'il n'y a pas besoin du tout d'évoquer autre chose que tout ce qu'on voyait. C'était une fausse alerte, pas de matière noire. Donc il faut faire attention, parfois, c'est la limitation de nos méthodes d'observation qui sont la cause du fait qu'on a évoqué la matière noire. Donc en fait, lui n'a pas vu de matière noire, il est hollandais, mais si vous allez en Hollande, les livres d'histoire et puis les astronomes vous disent tous que c'est Jan Oort qui a découvert la matière noire, parce qu'il est hollandais, bien entendu. De la même manière que les Américains qui ont découvert la planète Pluton sont ceux qui se sont battus pour qu'on continue d'appeler Pluton une planète. Parce que si on enlevait la planète Pluton du corpus des planètes, on enlevait la seule planète américaine. Donc, il n'y a pas uniquement des intérêts scientifiques qui sont en jeu. Alors, la méthode qu'il a utilisée pour mesurer la masse est analogue à celle que je vous disais tout à l'heure. C'est de nouveau un racine carrée de G fois la masse sur R, où là, la masse, c'est la masse totale. Alors, en deux mots, cette méthode, ça consiste à supposer que lorsque vous avez un ensemble d'objets qui sont attirés par la gravité, ils sont tous attirés par la gravité, ils sont autogravitants, ils sont soudés par la gravité, eh bien, on peut démontrer que l'énergie de mouvement, l'énergie cinétique, 1/2 de mv2, est reliée à l'énergie liée de la gravité, l'énergie potentielle, Gm carré sur R. Et ici, il y a un 2 qui a été ajouté, parce que les objets qui subissent la gravité sont aussi ceux qui la font. Et donc, pour ne pas compter la gravité qu'ils exercent sur eux-mêmes, on a divisé par 2. Et et donc, c'est 2 fois l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui vaut 0. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème du viriel. Et ça se ramène à dire que la vitesse des étoiles, la vitesse typique des étoiles, nous donne une idée de la masse totale qu'il y a là-dedans. Alors, en réalité, il y a des étoiles qui se déplacent très vite, des étoiles qui se déplacent moins vite dès qu'ils vont vers l'avant, dès qu'ils vont vers l'arrière. C'est ça que décrit cette distribution. Mais quand on prend la largeur de cette distribution, ça nous permet de déterminer cette masse. Donc cette largeur, qu'on appelle sigma, permet de déterminer la masse. Voilà. Donc je voulais juste vous montrer les formules pour que vous sachiez qu'il y a une logique simple, qui est qu'en décomposant les mouvements de tous ces astres, on peut mesurer la masse totale. Et quand on la compare ensuite à la masse lumineuse, on peut arriver à un certain résultat.
C'est en 1933 qu'on va découvrir la matière noire. Et alors là, le personnage qui découvre la matière noire, qui est d'origine suisse, il est assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fritz Zwicky. Vous connaissez tous Fritz Zwicky, non? C'était un jeune physicien qui vivait en Suisse et qui était très fort. Et donc, la Fondation Rockefeller cherchait des grands scientifiques pour développer certains aspects de la physique aux États-Unis. En particulier, pour lui, il voulait développer la mécanique quantique. Et ils lui ont donné une bourse, ils lui ont demandé « Où voulez-vous aller aux États-Unis » Il a dit moi je veux un endroit où il y a des montagnes parce que j'aime le ski ». Alors qu'il s'attendait à ce qu'ils disent « La meilleure université parce que je suis un scientifique ». Non, donnez-moi un institut où il y a une belle montagne. Alors, il avait breveté des skis alpins pour aller faire du saut, etc. On lui a donné la bourse. Puis quand il est arrivé à Caltech, qui était la meilleure université américaine, où il y a eu Einstein et tout ça, il est arrivé, il a dit mais ça ne va pas du tout ça. Alors il dit pourquoi? C'est pas des montagnes, c'est des collines. Donc il était déçu de ne pas pouvoir faire ses sauts de ski alors qu'il était à la meilleure université. Ça, c'était que le début, parce qu'après, celui qui le recevait, c'était Bob Millikan, qui était prix Nobel de physique, qui avait fait une expérience pour mesurer la masse de l'électron. Et Bob Millikan venait de déclarer qu'il existait des rayons qui venaient du ciel, qu'il a appelé des rayons cosmiques, qui permettaient d'expliquer le fait que les molécules de l'air étaient brisées par quelque chose. Et il a dit dans des journaux, ces molécules, ce rayonnement, c'est la manifestation de Dieu créant la matière dans l'univers. Et comme Zwicky n'était pas un fan de ce genre d'expression, il est allé voir Millikan, et voilà ce qu'il lui a dit. Monsieur Millikan, j'ai lu tous les articles que vous avez écrits, j'ai écouté toutes les conférences que vous avez données, et je peux vous dire catégoriquement que je n'ai trouvé pas la moindre idée originale que vous puissiez honnêtement revendiquer comme la vôtre. Sachant que l'autre était prix Nobel de physique et lui était un jeune petit chercheur qui venait d'arriver avec ses skis. Donc lui a dit, très bien jeune homme, et vous? Moi j'ai une idée originale tous les 2 ans, j'irai même plus loin, nommez le sujet, je vous apporte l'idée nouvelle. Donc l'autre lui dit, très bien jeune homme, l'astrophysique. Il était venu pour faire de la physique du solide et de la mécanique quantique. D'accord? Et du coup, il se dit, je vais essayer de comprendre ce que c'est que ces rayons cosmiques. Il s'aperçoit que les rayons cosmiques ont un taux qui était différent quand on était au pôle et à l'équateur, donc c'était sensible au champ magnétique terrestre, donc ça ne pouvait pas être de la lumière, parce que la lumière, elle n'est pas affectée par le champ magnétique, ça devait être des particules chargées. Et après, il s'est dit, mais quel type de particules chargées qu'est-ce qui pourrait accélérer des particules pour leur donner assez d'énergie pour briser les molécules de l'air? Et il a imaginé que ça devait être l'effondrement d'une étoile, qui, lorsqu'elle s'effondre, elle libère beaucoup d'énergie et projette des particules comme ça. Il s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, il fallait plus d'énergie que tout ce qu'on voyait, donc il a inventé ce qu'on appelle des supernovas, c'est-à-dire l'idée qu'une étoile s'effondre jusqu'à devenir une étoile à neutrons, une étoile faite que de neutrons. Il a inventé les étoiles à neutrons, la supernova, avant même qu'on découvre que ça existait. Et la source des rayons cosmiques, dont il avait raison, et puis il est parti au télescope chercher des explosions d'étoiles pour essayer de trouver la réponse à l'origine des rayons cosmiques. Comme il a vu que dans notre galaxie, la Voie lactée, bien, on n'en connaissait que, on s'apercevait qu'il y en avait une tous les siècles, c'était trop long. Donc il lui fallait une image dans laquelle il y avait 1000 galaxies, dans lesquelles il pourrait voir ça. Et donc il est allé chercher cette image et il l'a trouvée. Il a trouvé un amas de galaxies qui contenait 1000 galaxies et il l'a regardé et il s'est rendu compte que vers le centre de l'amas de galaxies, les galaxies étaient toutes concentrées. Et puis quand on allait vers la périphérie, là j'ai mis des cercles bleus, mais évidemment dans l'univers il n'y a pas de cercle bleu, les cercles sont rouges dans l'univers, il n'y a pas de cercle. Et donc les galaxies sont très concentrées au centre, moins concentrées vers la périphérie. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites, ça doit être soudé par la gravité, ça doit être autogravitant. Et donc vous pouvez appliquer le théorème du viriel, et vous pouvez calculer la masse à partir des vitesses des galaxies. Et là, il regarde les vitesses des galaxies, elles ont environ 1000 km par seconde, ça fait quand même près de 4 millions de km/h, et à ces vitesses-là, les galaxies ne devraient pas rester attirées vers le centre de cette structure, parce qu'il n'y a pas assez de masse. À partir de la lumière des étoiles, on peut calculer la masse totale contenue dans les étoiles des galaxies, il n'y a pas assez de masse là-dedans pour retenir des galaxies qui se déplacent à cette vitesse-là. Il en a déduit qu'il devait exister beaucoup plus de masse que ce qu'on voyait. En fait, environ 400 fois plus.
Et il a beaucoup surestimé ça. En fait, à l'époque, il utilisait une loi pour déterminer la distance des galaxies qui vient de Hubble et qui était, maintenant on sait qu'elle était fausse. Donc il a fallu faire beaucoup de corrections, mais une fois qu'on corrige de ces erreurs de distance, on s'aperçoit que, encore aujourd'hui, l'idée de Zwicky, alors lui il l'a appelé Dunkley Materie, en allemand, ça voulait dire aussi matière sombre, matière noire, l'idée de Zwicky s'est révélée correcte. Effectivement, il faut ajouter de la masse. Une dernière chose sur Zwicky, c'est qu'il n'était pas seulement prétentieux. Il avait pour habitude, parce qu'il considérait qu'un scientifique doit être capable d'avoir une vision plus vaste et pas être simplement avoir l'esprit trop étroit. Et il disait que si on dessinait la carte avec laquelle on explore le champ des connaissances, la morphologie de cette carte serait moche et qu'il faut la changer. Donc il a développé une méthode pour changer la morphologie du champ d'exploration de la réalité. Et pour décrire ses collègues qui considéraient comme des abrutis, il les traitait d'abrutis sphériques. Et quand on lui demandait « mais pourquoi sphérique ?» il disait parce que quel que soit l'angle sous lequel vous considérez votre collègue, il est tout aussi abruti. En fait. Alors il disait en anglais, il disait « spherical bastards », ce qui veut même dire « enfoiré sphérique ». Mais c'est en même temps amical, parce que quand il les invitait à manger à la maison, sa femme disait « chérie, les enfoirés viennent d'arriver ». Donc c'était aussi un peu amical. Et c'était une façon de dire qu'il faut changer un peu notre perspective sur la réalité et qu'il ne faut pas être complètement sphérique. Alors, maintenant, je reviens à la galaxie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Oort qui a regardé juste une petite zone, et puis en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment la matière noire. Maintenant, on va regarder une zone beaucoup plus grande de la galaxie. Alors, vous voyez, quand on voit ces bras spiralés comme ça, on peut penser que ce sont des bras qui tournent. C'est des bras physiques qui tournent comme ça, comme si une danseuse faisait comme ça. D'accord ? On pourrait penser que ce bras-là, c'est un objet physique quand on le voit comme ça. En réalité, ce n'est pas le cas. D'accord ? En réalité, derrière cette illusion, la galaxie est un disque continu, fait d'étoiles et de gaz. D'accord ? Mais les orbites des étoiles suivent toutes des ellipses comme la Terre autour du Soleil. Toutes des ellipses. Avec au centre de l'ellipse, comme d'habitude, au centre d'un des foyers, le centre de la galaxie. Mais regardez, vous voyez ici l'ellipse, voici une deuxième ellipse qui est un peu décalée. Si maintenant je mets plein d'ellipses un petit peu décalées, je dessine ça. C'est difficile à voir à l'œil nu, mais je vous garantis que ce dessin-là n'est fait que d'ellipses qui sont un petit peu décalées les unes par rapport aux autres. Donc ce sont des étoiles qui tournent chacune sur une ellipse. Et vous voyez ce qui se dessine ici ? Un bras. Un deuxième bras. Une région où, au cours du mouvement d'orbite de l'étoile, eh bien, cette étoile-là, celle-là, se retrouve à un moment donné plus souvent proche sur cette région-là que là. Il en résulte que la gravité exercée par les étoiles, à l'endroit où passe cette vague, cette onde de densité, eh bien, elle est plus forte. Il y a plus de gravité puisqu'il y a plus de masse à l'endroit où vous voyez cette zone sombre. Et la matière diffuse interstellaire, elle, le gaz qui est entre les étoiles, dans cette région-là, elle va se concentrer. Elle va se concentrer, elle va donner naissance à de nouvelles étoiles. Et les étoiles les plus jeunes, les plus massives, font plusieurs milliers de fois plus de lumière qu'un Soleil. Donc une seule étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil fait 4000 fois la lumière du Soleil. Et donc, les étoiles qui vont naître ici ne vont pas être très nombreuses, mais vont être si puissantes lorsqu'elles font de la lumière, que lorsque vous allez regarder ces étoiles, je vais remontrer plutôt cette image, eh bien, vous allez voir ces zones bleues où chaque étoile faisant 4000 fois plus de lumière, le contraste va donner l'impression qu'il y a quelque chose ici et rien entre. En réalité, la matière, la masse est bien distribuée dans le disque, mais il y a juste des étoiles très jeunes qui sont situées, qui dessinent les bras. Maintenant, on va suivre l'orbite des étoiles pour essayer de mesurer la masse qui est au centre de la galaxie, comme on a fait avec la Terre pour le Soleil tout à l'heure. Et quand on fait ça, on peut le faire avec des étoiles proches, mais si on veut aller voir les étoiles très loin, c'est difficile parce que plus on va loin, plus la lumière est diluée. Et donc là, ce qui a permis de faire une révolution, c'est les travaux de Vera Rubin et de Ken Ford qui ont utilisé un nouveau spectrographe qui a permis de décomposer la lumière de la matière interstellaire à l'endroit où naissent les étoiles.
dans ces bras où naissent les étoiles, lorsque la matière diffuse donne naissance à des étoiles, ces étoiles qui sont très lumineuses, on l'effet de casser les atomes d'hydrogène et d'enlever l'électron. Et quand l'électron revient, ça fait une longueur d'onde très précise, une lumière très précise, et qu'ils ont, qui est à 0, c'est à 6563 angstroms, voilà, à connaître par cœur. Hein. Mais, et donc, grâce à ce spectrographe, ils ont pu aller voir tout au bord, vous voyez, chaque point ici, c'est un endroit où des étoiles se trouvent et où on a pu mesurer à quelle vitesse elles tournaient autour du centre. Et elles sont allées beaucoup plus loin que les autres. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que lorsque Vera Rubin voulait aller au télescope, on lui a dit, en fait, c'est pas trop possible. Alors elle a dit, pourquoi? Parce que vous êtes une femme. Elle a dit, mais quel est le problème? Il n'y a pas de toilette pour les femmes, il n'y a pas de douche pour les femmes. Et en fait, c'était tout simplement parce que les femmes n'étaient pas autorisées à aller au télescope. Et les premières femmes qui faisaient l'astronomie, elles étaient employées par dizaines, par des maîtres astronomes, qui leur faisaient faire tous leurs petits calculs. Elles étaient des ordinateurs humains. Et donc, elle a dit, écoutez, c'est simple, elle a dessiné un petit bonhomme comme ça, elle l'a découpé, elle l'a mis sur une des toilettes, et elle a dit, maintenant, ça, c'est les toilettes des femmes. Et elle a réglé le problème. Et donc, elle a aussi fait, il y a plusieurs femmes comme ça, elle en fait partie, qui ont eu donc, la force de s'imposer et qui ont révolutionné quasiment systématiquement notre compréhension des choses. Et donc, alors malheureusement, il y a plein d'autres femmes qui n'ont peut-être pas eu le courage de faire, ou le culot de faire ça, et du coup, on a perdu tout ce qu'elles auraient pu apporter. Donc, ce qu'ils ont fait, voilà l'image ici. Donc, prenez cette petite point noir ici. Il est à 45 000 années-lumière du centre. Donc, 45 000 années-lumière, c'est beaucoup. Il faut 45 000 ans pour que la lumière aille d'un bout à l'autre. Alors, on a utilisé le spectrographe, on a décomposé la lumière et on a fait ce que vous voyez ici. Donc, la lumière est distribuée comme ça. Et vous voyez ici ce petit point noir, ici, là et ici, là. Ce sont, cette fois, ce qu'on appelle des raies en émission, de l'émission de lumière un peu plus intense du fait d'atomes qui récupèrent leurs électrons et qui libèrent de la lumière. Et elle a pu mesurer précisément le décalage de cette petite signature et ça a permis de mesurer des vitesses. Et donc, ce petit point, il est ici. Il tourne à 270 km par seconde autour du centre, et il se retrouve là. Et donc, si vous mettez maintenant tous les petits points, vous les voyez là, ça c'est le papier qu'elle a publié en 1970, et ce que vous pouvez constater, c'est que contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, où quand on regardait les vitesses des planètes, ça chutait vraiment très très vite. Vous vous rappelez, je vous ai montré une courbe comme ça, et je vous ai dit, vous voyez, avec ça on peut dériver la masse, parce que racine carrée de Gm sur R, et plus on était loin, parce que plus on est loin, moins on subit l'attraction par exemple du Soleil. Jupiter étant plus loin du Soleil que Vénus, la gravité exercée par le Soleil est beaucoup plus faible, et donc il tourne plus lentement. D'accord ? Uranus met 84 ans, nous on met 1 an. Donc c'est beaucoup plus lent. Et là, tout le monde tourne à la même vitesse à peu près. Même quand vous allez très très loin du centre. Alors là, il y a un problème. Là, il y a un problème majeur, parce que, regardez, il n'y a rien là. Il n'y a pas beaucoup de lumière là où elle est. Toute la masse est concentrée là. Et puis quand vous allez là, il n'y a quasiment plus rien. Et il n'y a pas d'alternative. Là, il faut invoquer de la matière qui ne fait pas de lumière. Et c'est le retour de la matière noire. D'accord ? C'est le vrai retour de la matière noire. On s'est rendu compte en étudiant maintenant des dizaines et des dizaines de courbes, qu'on appelle des courbes de rotation des galaxies, qu'elles étaient toutes plates. Et qu'au lieu qu'à distance de la masse, la vitesse diminue, parce que la gravité diminuait, la gravité ne diminue pas quand on s'éloigne du centre de la galaxie. Quelque chose maintient la gravité. On pense que c'est une forme de halo fait d'une matière invisible qu'on appelle la matière noire. Alors, il y a un autre élément qui permet de conforter ça. C'est tout à l'heure, je vous ai montré cette image avec plein de galaxies qu'étudiait Fritz Zwicky. Il a fait une autre prédiction en 1937. Si vous regardez cette chose-là, on dirait un serpent cosmique. Or, il n'y a pas de raison qu'il y ait des serpents dans le cosmos, vu les tailles du cosmos. Et quand on zoome dessus, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une galaxie dont l'image est déformée et dont vous avez plusieurs images. Une là, une là, une là, une là, une là, une là. C'est plusieurs images, c'est un mirage gravitationnel. Cette galaxie est complètement, en fait, elle est en arrière-plan de l'amas de galaxies. Et donc, les galaxies sont distribuées dans des grandes structures de l'univers. Et lorsque la lumière des galaxies qui vont dessiner un peu comme des îles, vous avez ici l'archipel de Hawaï, et puis sous la mer, vous avez
une masse énorme. Donc vous avez la partie émergée des îles, qui vous donne la partie visible, et puis la partie immergée des îles, ben, ça va être l'équivalent de la matière noire. Et tout ça, dans la vision d'Einstein, ça déforme l'espace-temps, et ça fait que la lumière suit la courbure de l'espace. Et un même point qui émet de la lumière va nous arriver, la lumière qui partait par là va suivre la déformation de l'espace et va nous arriver de différentes directions, et ça nous fait toutes ces images de la même galaxie. Et quand on regarde ça, on peut calculer la quantité de matière. Cette fois, on n'utilise plus les vitesses, on utilise la déformation de l'espace, et on peut calculer quelle est la masse, la masse qui est contenue là-dedans. Et de nouveau, on trouve qu'il faut invoquer beaucoup plus de masse que celle qui est visible. Et là, je vous ai souligné ce qu'a dit Zwicky en 1937. J'ai fait des calculs qui montrent que pour mesurer les masses des nébuleuses extragalactiques, c'était le nom qu'on donnait aux galaxies avant, eh bien, la meilleure façon de mesurer ça sera par l'effet de l'anti-gravitationnel, Gravitational Lens Effect, en 1937. Donc c'est 50 ans avant que la première mesure soit faite. Dernier exemple, enfin dernière illustration de cette présence de matière noire. Quand on regarde à nouveau un amas de galaxies, donc un ensemble de galaxies concentrées avec la distribution, comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'a utilisé Zwicky, eh bien, en rayons X, on s'aperçoit qu'il y a de la matière tout autour qui est présente et qui remplit l'espace entre les galaxies. Et cette matière, elle est chauffée à des millions, à des dizaines de millions de degrés. Et la seule façon d'expliquer qu'elle puisse atteindre des dizaines de millions de degrés, c'est qu'elle soit tombée sous l'effet de l'attraction gravitationnelle d'une masse qui est de nouveau beaucoup plus grande que la masse lumineuse. Alors si on fait le bilan de tout ça, on en arrive à dire qu'il doit exister dans l'univers 6 fois plus de masse que tout ce qu'on connaît qui est visible. Et même si on prend la matière interstellaire en compte, même si on prend le gaz X qui est rayonné en rayons X ici entre les galaxies, il en faut 6 fois plus. On sait qu'il y a des matières entre les galaxies, par exemple si vous regardez, entre les étoiles, si je regarde les étoiles, il y a des zones d'ombre qui sont en réalité liées à la présence de matière, de poussière interstellaire très concentrée et qui absorbe la lumière. Donc ça, on peut la prendre en compte. On peut aussi comptabiliser la matière qui fait peu de lumière pour aller chercher la matière qui manque en regardant on peut prendre un quasar, c'est-à-dire c'est un trou noir très très massif qui produit beaucoup de lumière et dont la lumière traverse les nuages de matière qui sont situés entre lui et nous. Et à chaque fois qu'il traverse un nuage de matière, ça absorbe des fréquences bien particulières liées à la présence d'hydrogène. Et vous voyez, quand on a un quasar qui est très proche, qui traverse très peu de nuages, voilà son spectre. Et quand on en a un qui est très lointain, vous voyez la différence, ici il y a beaucoup de trous dans la lumière. Par rapport à celui-ci, vous voyez celui-ci il y a comme un plateau ici avec quelques petites absorptions. Et ici il y a plein d'absorptions. Et pourtant la lumière qui est émise est exactement la même dans les deux. Donc ça ne vient pas du quasar, ça vient de tous les petits nuages qui sont entre. Et quand on comptabilise tous ces petits nuages, c'est ce qu'on appelle la forêt de petites absorptions, qu'on appelle Lyman alpha, parce que c'est la signature de l'hydrogène qui est indiquée là. Et bien quand on prend tout ça en compte, eh bien on peut connaître la quantité totale de matière classique qui est dans l'univers, et on s'aperçoit qu'effectivement, elle est 6 fois moins abondante que la matière noire. Enfin, dernière chose, dernier élément qui permet d'étudier la matière noire et de parler de son rôle, quand on prend l'image dans le domaine radio de la lumière qui a voyagé le plus longtemps depuis le Big Bang. Voilà ce qu'on trouve. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Lorsqu'on regarde l'univers très 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 lointain, plus on remonte dans le passé, plus la matière était concentrée, plus la température augmente, et quand on arrive à une époque qui date de 380 000 ans après le Big Bang, la matière ici est à 3000 degrés, donc c'est un peu comme la surface d'une étoile, et elle présente des petits grumeaux. Et ces petits grumeaux qui sont là, eh bien, on pense qu'ils sont dus à la présence de matière noire qui est en dessous chacun de ces grumeaux et qui attire la matière. Alors évidemment, quand je commence à dire matière noire et que je touche l'écran, elle s'exprime. Et il y a une rivalité entre la matière noire et la matière lumineuse, il faut le savoir. Donc je dirais la matière est présente ici. Alors maintenant, d'accord, je vais essayer d'être poli. Maintenant, ce que veut dire la matière noire ici,
et elle a raison de le dire, c'est que si elle n'existait pas, cette matière noire, vous avez vu ces petits grumeaux rouges et bleus, eh bien, l'écart de densité qui est entre le rouge et le bleu, c'est de 1 pour 100 000. C'est très petit. Donc si vous laissez la gravité faire que les grumeaux grossissent, eh bien, au bout de 13,8 milliards d'années, vous n'avez pas formé la moindre étoile, pas la moindre galaxie. Ça, cette image de l'univers tel qu'il était dans le lointain passé, n'a aucune chance de faire l'univers qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de galaxie qui devrait naître. Le seul moyen, c'est qu'il y ait des grumeaux plus gros que ça, mais qui ne font pas de lumière, et qui vont être les vrais germes des galaxies. Et ça, c'est la matière noire. Donc si on ne prend pas en compte la matière noire, comme des grumeaux qui ne font pas de lumière, on n'est pas capable d'expliquer la naissance des galaxies. Donc l'univers contient environ 6 fois plus de matière noire, et la matière noire, c'est l'inconnu de la physique. Elle a plusieurs équations à résoudre. Vous avez vu, je vous ai montré des vitesses d'étoiles, des vitesses de galaxies, des déformations de l'espace-temps, des germes de galaxies. C'est autant d'équations que vous devez résoudre avec le même x, la même inconnue. Donc il faut vraiment bien viser. Et si jamais il y a un truc qui ne marche pas, c'est peut-être qu'il y a un problème avec la matière noire. Une chose à savoir, qui est très intéressante, c'est que lorsque Fritz Zwicky, en 1933, a parlé de la matière noire, on est ici, eh bien, le nombre d'articles scientifiques qui ont cité la découverte de Fritz Zwicky est quasi nul. Et vous voyez, il n'y a pas du tout... Ça, c'est le nombre d'articles, vous voyez, ici 24, 48, 70, qui vont citer la découverte de Zwicky. Aucun. Puis, lorsque Vera Rubin trouve la rotation des étoiles dans la galaxie de tout à l'heure, eh bien, on pourrait s'attendre à ce que les gens commencent à citer l'existence de la matière noire, toujours rien. Ensuite, il y a une autre découverte. On s'est rendu compte qu'il fallait un halo de matière noire pour que les disques ne se détruisent pas. C'est un autre article, toujours rien. Pourquoi les gens vont-ils s'intéresser à la matière noire alors qu'elle avait été découverte uniquement après un certain temps, d'après vous? Imaginez que quelqu'un vous dise « Je viens de sortir de cette salle, j'ai vu un éléphant rose qui volait. Est-ce que vous allez changer votre vie à cause de ça? » Non. Vous allez vous dire « C'est du grand n'importe quoi. » D'accord? Maintenant, imaginez qu'on s'aperçoive que lorsqu'un éléphant est peint en rose, il vole. Bon, et qu'on puisse le démontrer, là, vous allez commencer à accepter de voir les éléphants roses. Mais sinon, vous n'accepterez pas de les voir. C'est ce qui s'est passé. En 1985, on a eu une théorie qui a permis d'expliquer pourquoi il devrait exister de la matière noire. Cette théorie venait de la physique des particules, où on s'est rendu compte qu'il fallait invoquer des particules d'un nouveau type, plus massives que celles qu'on connaît, sans quoi on ne pourrait pas comprendre le monde de l'infiniment petit. D'accord? Donc je ne vous explique pas pourquoi ils en sont arrivés là, mais ils sont arrivés par une manière indépendante. Et tout d'un coup, les gens qui travaillaient sur les accélérateurs de particules et ceux qui faisaient l'astrophysique ont invoqué le même besoin, une autre forme de matière. À partir de là, on s'est dit « Ah, mais alors la matière noire, il l'a peut-être vue parce qu'on sait qu'il existe peut-être une certaine forme de matière dont on sait exactement quelle est sa nature. Ça serait ce qu'on appelle la matière noire froide, faite de particules très massives, qu'on appelle avec l'acronyme anglais WIMP, qui veut dire Weakly Interactive Massive Particle, et qui veut dire mauviette. Et à partir du moment où on a imaginé le concept de mauviette, alors là, pouf, tout le monde a cité ça. Donc ça, je trouve ça très intéressant, parce que nous, quand on est astronome, quand on fait une observation du ciel, et qu'on voit un truc qui déconne, pour dire ça d'un terme scientifique, eh ben, on réfléchit avant de le publier. Et vos collègues vous disent, écoute, ton truc, étant donné qu'il déconne, si tu n'as pas une théorie pour expliquer pourquoi ce truc devrait être là, c'est qu'il n'est pas là. En tout cas, ne publie pas. Et donc vous vous dites, mais attendez, le truc est quand même là. Révise tes observations, regarde si tu n'as pas une erreur sur ton analyse de ton image, etc. Et donc, c'est très difficile de voir quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. D'accord? Une chose à laquelle on ne s'attend pas. Et une fois qu'on a commencé à s'attendre à quelque chose, on a dit, bon, ça existe, et puis on est parti en quête de la matière noire, en supposant qu'elle est exactement celle qu'on pensait. Et là, je vais vous dire en 2 mots comment on a fait, mais sachez tout de suite le résultat, ça a complètement foiré. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi, mais il faut quand même savoir, parce que si jamais vous partez avant la fin, sachez que la réponse, la voilà, on l'a pas. Alors, c'est aussi lié à la question, parce que si vous commencez à dire « je sais ce que c'est, je vais vous montrer le truc », la nature n'aime pas les gens prétentieux, donc elle a tendance à mettre des claques. Donc,
Alors, première technique. Vous avez des moustiques, mais ils sont tellement subtils que vous ne les voyez pas. D'accord? Et quelqu'un vous dit combien tu as de moustiques par centimètre carré ou par centimètre cube dans l'espace qui est là. Vous êtes un scientifique, vous dites pas de problème. Prenez votre voiture, vous roulez à 130 pendant une certaine distance, vous calculez la surface de votre pare-brise, vous avez couvert un certain volume, vous comptez le nombre de moustiques qui sont scratchés là-dessus, puis là, vous dites voilà, il y a à peu près tant. Mais comment tu as fait? Oh, j'ai utilisé une méthode subtile à partir d'un microscope électronique, etc. Alors si j'avais roulé un peu plus, j'en aurais peut-être eu un peu plus. Puis bon, je sais qu'il y a des moustiques qui ont échappé, etc. Voilà. Donc vous dites pas la technique, mais voilà, c'est la technique du pare-brise. Alors vous allez me dire, c'est pas super subtil comme technique, hein, mais c'est c'est celle que les scientifiques ont utilisée pendant toutes les dizaines de dernières années. En fait, et c'est les projets futurs qu'on a pour la matière noire, c'est la technique du pare-brise. Donc c'est un peu limite. Voilà. Donc, alors, les moustiques en question, alors évidemment, quel est le principe? En fait, la galaxie, elle baigne dans un ensemble de particules de matière noire. Donc, vous baignez là-dedans. Et la Terre tourne avec le Soleil autour du centre de la Voie lactée dans une de ces ellipses. Vous avez vu, les étoiles, elles tournent autour du centre de la galaxie. On avait vu toutes ces ellipses-là. Donc, pas besoin de prendre la voiture. La voiture, c'est notre système solaire qui se déplace dans ce nuage de matière noire qui vont jouer les rôles des moustiques. Mais il y a une petite subtilité, c'est que la Terre tourne avec le Soleil autour du centre de la Voie lactée, mais elle tourne aussi autour du Soleil. Et donc autour du début juin, la Terre tourne parallèlement au Soleil. Donc ça veut dire qu'elle va un peu plus vite que le Soleil par rapport au centre de la Voie lactée, parce que dans son mouvement, elle accompagne le Soleil. Donc elle va, à ce moment-là, elle va à 240 km par seconde. Et puis autour de début décembre, elle tourne dans le sens opposé. Donc quand le Soleil fait ça, elle fait ça. Donc ça se soustrait, donc elle tourne environ à 200 km par seconde. Donc là, 240, 200, et puis là, le Soleil, c'est toujours 220. Donc 220 km par seconde, puis là, début juin, 2 juin et début décembre, c'est décalé. Et donc on s'attend à ce qu'il y ait plus de moustiques et des collisions plus intenses au moment où vous allez plus vite dans le truc. D'accord. Il y a une équipe italienne qui a utilisé des cristaux de iodure de sodium et regardez ce qu'ils ont vu. Ça, c'est le 2 juin. Et à chaque fois que vous êtes au 2 juin, vous avez un pic du signal. Et quand vous êtes au début décembre, vous avez une décroissance du signal. C'est bon, on a fini, on a trouvé, ils ont dit. Ça, c'était dans le début des années 90. Ils ont dit, voilà, la matière noire, paf, elle cogne. Quand elle cogne notre cristal, ça fait des étincelles et qu'on peut capter, on peut les amplifier, etc. Le problème, c'est qu'aucun autre instrument n'a pu mesurer le signal, même un instrument qui est, voilà l'expérience qui est, ça c'est la probabilité d'interaction, voici la masse de la particule, ça c'est si c'était vrai ce qu'ils ont vu, et voilà les dernières expériences, elles sont plusieurs ordres de grandeur, plus fines, elles auraient dû voir ça, même un dixième de ça, même un centième de ça, même un millième de ça, elles n'ont rien vu. Donc les gens ont dit, bah, dites-nous qu'est-ce que vous avez, donnez-nous vos données pour qu'on puisse les réanalyser, et ils ont dit non. On dit bah, pourquoi? Parce que des données, c'est comme une brosse à dents, ça ne se prête pas. Et d'accord, bah, donnez-nous donc votre cristal alors que vous avez utilisé de l'iodure de sodium pour qu'on fasse la même expérience. Non. Il n'y a que nous qui savons le faire. Donc les gens ont dit, il y a quand même anguille sous roche, sachant que la roche dans laquelle se situe l'expérience, qui est sous terre, pour éviter les rayons cosmiques, elle est radioactive. Donc il peut y avoir des effets, par exemple l'été, il y a peut-être plus d'émissions de radioactivité que l'hiver, etc. Donc, conclusion, 2 expériences viennent d'être construites, vont être mises en marche pour essayer de reproduire ça, pour voir si on a, oui ou pas, détecté la matière noire, une dans l'hémisphère nord et une dans l'hémisphère sud. Ça s'appelle SABRE, donc vous en entendrez parler dans la presse. Le plus probable, c'est qu'il montre que, en fait, c'est un bruit instrumental qui est corrélé aux saisons, mais qui n'est probablement pas la matière noire. Si par contre, c'est vraiment la matière noire qu'ils ont vue, bah là, en fait, les gens comme moi, vous les croiserez plus dans la rue parce que pendant un petit moment, on va se cacher. Parce que ça voudrait dire que ça fait des années et des années qu'on a vu la matière noire dont on vous parle en disant que c'est un mystère, et puis on a dit que c'était pas trouvé, puis en fait, c'était eux qui avaient raison. Donc là, on aura un peu la honte. Donc ne nous cherchez pas à ce moment-là, c'est pas la peine d'appeler, même sur nos portables, on va changer de numéro, c'est pas la peine de chercher.
Ensuite, le LHC, le Large Hadron Collider. Donc là, on a collision de particules. Paf, on fait des énergies extraordinaires pour faire émerger de nouvelles particules. Je l'ai résumé en intransparent. On pourrait faire des heures et des heures de présentation là-dessus. Mais comme la conclusion, c'est qu'on n'a rien vu, autant que je vous montre une belle image et je vous dis, il n'y a rien. Alors, voilà à peu près tout ce qu'on sait sur la matière noire. Alors après, il y a d'autres choses. Quand on a regardé le mouvement de Mercure, on s'est rendu compte que lui aussi, il y avait une petite variation du mouvement de son ellipse. Et on a proposé, non pas... on s'est dit, bah, c'est peut-être parce que la gravité de Newton ne marchait pas. Et c'est là, le seul moyen d'expliquer ça, c'était la théorie d'Einstein. Donc effectivement, la théorie de Newton s'est révélée fausse quand on est très près du Soleil, là où le champ gravitationnel est très fort. Là, il fallait invoquer la théorie d'Einstein. Le Verrier, lui, il a cru qu'il y avait une petite planète qui influençait comme là, qu'il a appelée Vulcain, mais on ne l'a jamais trouvé. Alors, il y a des gens qui proposent de modifier la théorie de la gravité, comme cette Modified Newtonian Dynamics, qui veut dire monde, donc c'est un autre monde, et où ils disent que la loi de Newton, qui est que la force est égale à la masse fois l'accélération, en fait est un petit peu différente. La force est égale à la masse fois une accélération plus un A0. Alors en fait, c'est epsilon A0, c'est-à-dire que quand on est dans des régions relativement près du centre, ça vaut 0. Et puis, il y a un epsilon qui vaut 0. Et quand on est loin, le epsilon vaut 1. Il faut rajouter une petite accélération qui fait qu'on va retrouver ces courbes de rotation plate. Donc, ils ont modifié la loi à la main, comme ça. Et ça permettrait d'expliquer la rotation des galaxies. Alors, le problème, c'est que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de matière noire, mais c'est que la gravité est différente à grande distance. Et ça a été... En fait, on sait maintenant que c'est faux, parce que quand on a regardé un amas de galaxies, avec les deux techniques que j'ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire les lentilles gravitationnelles, la déformation de l'espace-temps par la masse, et les rayons X, on s'est aperçu que les deux étaient décalés. Vous voyez, le rose et le bleu sont décalés. Ça, c'est les rayons X, et ça, c'est la masse en bleu. Et vous voyez que les deux sont décalés. Or, la masse qui fait de la lumière étant décalée de la masse gravitationnelle, ça ne marche pas avec cette théorie-là, donc c'est pas bon. Alors, est-ce que la matière noire n'existe pas? Alors voilà, on a une cible et on vise la matière noire. Alors juste, pour conclure sur la matière noire, sachez que en 1920, on a prédit l'existence d'une particule qui s'appelle le neutron, et elle a été découverte en 1932, 12 ans après. On a découvert le neutrino 26 ans après avoir prédit son existence. On a découvert le boson de Higgs avec le LHC 50 ans avant d'avoir prédit son existence. Donc, on découvrira la matière noire en 2033. Parce que vous voyez, 12, 26, 50... Donc ça, c'est mathématique, c'est scientifique. Moi, j'aime les mathématiques et j'aime la science carrée. Donc, je peux vous dire que la matière noire sera découverte le 22 février 2033 autour de 14h15. Je peux me tromper, c'est peut-être autour de 14h15, 14h20, mais à peu de choses près, ça devrait être ça. Mathématiquement, c'est imparable. Si vous avez une autre théorie, vous pouvez toujours proposer votre théorie. Moi, j'ai celle-là. Alors, voilà, là, dans cette table, je vous ai mis les noms des bons hommes qui ont fait ces découvertes, mais peu importe. Voilà. Alors, donc voilà, on a un problème. Voilà, on a un problème. Il me reste plus, j'ai presque encore 5 minutes. Voilà. On a un problème. Et en général, quand on a un problème, il ne vient pas tout seul. Donc là, il y a une observation qui a été faite, donc je vous le montre l'exemple avec un ballon de football, parce que c'est la meilleure façon d'expliquer. Donc quand vous shootez dans un ballon de football, il monte et il retombe. On est d'accord. Bon. C'est une animation que j'ai fait moi-même. Je sais, j'en suis assez fier. Maintenant, voilà ce qui a été vu par mes collègues. Ils ont vu quelqu'un qui shoot dans un ballon de football, donc le ballon monte, et au lieu de retomber, paf, il repart vers le ciel. Et ça, c'est pas normal. On est d'accord. Donc quand il a vu ça, en fait, lui, c'était pas un ballon, c'était des galaxies, et puis c'était pas un bonhomme qui donnait un coup de pied, c'était un Big Bang. Mais bon, peu importe. Quand il a vu ça, exactement ça, il s'est dit, mais comment je vais dire ça aux collègues? Donc il a dit la phrase suivante dans son email. Bon, quand vous allez lire ce qui va suivre, ne croyez pas ce que votre cœur ou votre raison voit, juste ce que vos yeux voient. Parce que si vous commencez à réfléchir quand vous voyez le ballon remonter, donc voilà. Donc, et pourtant c'est un scientifique, dans un email scientifique à des scientifiques. Et il leur dit, non, commencez pas à réfléchir parce que c'est pas le moment. J'ai essayé, ça marche pas.
Donc, juste, voilà, regardez ça, c'est tout. Et donc, à la suite de ça, ils ont réussi à avoir un prix Nobel, hein, parce que finalement, ce petit ballon-là, en fait, c'est quoi? Il a regardé des supernovae, des explosions d'étoiles qui font une certaine quantité de lumière, et ils ont essayé de mesurer, grâce à ça, le ralentissement de l'expansion de l'univers. Le Big Bang a lancé une expansion de l'univers, et puis comme la gravité fait que les galaxies s'attirent, elle doit ralentir. Et ils ont vraiment vu un ralentissement, et puis après, ça a réaccéléré. Donc exactement comme le ballon. Et la réaccélération, c'est ce qui permettrait d'expliquer pourquoi, vous voyez, tous les petits points qui sont là, c'est l'axe des X ici, c'est la distance. Donc celui-là est plus loin de nous que celui-là. C'est plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et ici, c'est l'écart entre la quantité de lumière qui est émise et la quantité que vous recevez. Donc si quelque chose est très loin, vous recevez moins de lumière. Donc plus c'est loin, moins vous recevez de lumière. Le grand nombre, ça veut dire que c'est faible, parce qu'une grande magnitude, c'est très faible. Donc vous êtes de plus en plus faible ici. Et la ligne bleue qui est là, c'est exactement ce que vous attendez si l'univers se comportait comme prévu. Et vous voyez que tous les petits points noirs qui sont là, ils sont un petit peu au-dessus, mais c'est très peu au-dessus. Donc on est en train de regarder un tout petit détail, juste 30% au-dessus. Quand on fait un zoom, on voit ce petit écart ici. Mais ce petit écart, vous voyez, tous les petits points noirs sont tous au-dessus de la ligne bleue, il n'y en a pas de chaque côté. Et bien ça suffit à montrer que la ligne bleue ne marche pas et qu'il faut changer notre modèle et que, en fait, finalement, ils sont plus faibles que prévu, parce qu'ils sont au-dessus, comme les magnitudes sont plus grandes, c'est-à-dire plus faibles, ils sont un petit peu trop faibles, plus faibles, ça veut dire qu'ils sont plus loin que prévu. Et s'ils sont plus loin que prévu, c'est-à-dire que l'univers a grandi plus vite que prévu. Et ça pose un problème. Donc en fait, ce qui aurait dû se passer, c'est que si on regarde la vitesse d'expansion de l'univers, elle aurait dû ralentir au cours du temps. Ça, c'était 380 000 ans après le Big Bang, 1 milliard d'années après le Big Bang, 10 milliards d'années après le Big Bang. Nous, on est ici à 13,8. Et puis, normalement, l'univers n'aurait dû ne pas cesser de ralentir. Au lieu de ça, il a décéléré, comme c'était prévu, mais il y a 6,5 milliards d'années, il a accéléré. Aujourd'hui, on est là, et il va continuer à accélérer. Donc c'est un nouveau Big Bang. Et là, il y a une forme d'énergie qui ne fait pas de lumière, donc du coup on appelle l'énergie noire, qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Si on fait la comptabilité totale, eh bien, si on prend un arbre pour représenter ça, vous voyez les feuilles, c'est la partie lumineuse, ça fait 5% du contenu de l'univers, 27% ce sont les branches, et 68% c'est cette énergie noire que j'associe au tronc qui va provoquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc aujourd'hui, on est face à un petit problème qui est assez désagréable, c'est que, enfin, désagréable quand on demande pour justifier pourquoi on existe, en gros. Parce que quand vous travaillez des années pour expliquer que finalement, ce que vous mesurez le mieux, c'est que 95% de ce que fait l'univers, vous ne savez pas du tout ce que c'est. Il y a un risque qu'on vous dise, bon, si on vous laisse continuer, vous allez arriver à ne savoir que plus que 0,1%. Et donc, autant qu'on vous arrête là, au moins vous avez l'impression de savoir un petit peu. Donc, maintenant, dans la seconde qui suit, je vais vous expliquer tout ce qu'on a découvert et tout ce qu'on sait sur la matière noire et l'énergie noire. Voilà, donc j'ai fini. Alors, maintenant, pour conclure, je vous montre cette affiche de Barton Fink, un film que vous pouvez regarder qui est très intéressant, d'un réalisateur qui écrivait des pièces de théâtre et il est invité à Hollywood pour écrire un scénario pour un film, et puis il n'a aucune idée. Et puis un jour, il a son voisin dans l'hôtel qui lui dit « Peux-tu me garder cette boîte, s'il te plaît ?» D'accord. Il la met sur son bureau et il lit le journal dans lequel il est écrit « Il y a un type qui tue et qui coupe les têtes de ses victimes. » Et la boîte a la taille d'une tête, en fait. Et à partir de là, toute son imagination se déploie et il écrit le scénario en une nuit. Eh bien, ça, c'est la matière noire et l'énergie noire. Aujourd'hui, si vous regardez les articles scientifiques qui sortent, il en sort tous les jours pour essayer d'expliquer la matière noire et l'énergie noire. Et c'est cette boîte-là. J'ai peur du jour, et là c'est vrai, où on aura découvert la nature de la matière noire et l'énergie noire. On n'aura plus la boîte, on ne saura plus quoi écrire. Voilà. Donc, je vous souhaite d'avoir un mystère bien à vous, une question ouverte sur laquelle vous n'avez aucune réponse, parce que c'est ça qui est nourrissant et c'est ça qui fait avancer la connaissance. Tandis que si on n'accumule que des réponses, c'est sympathique pour dormir, mais ça n'aide pas vraiment à vivre et à avancer dans la connaissance. Donc c'est ça ma conclusion sur la matière noire et l'énergie noire. Voilà.
que vous avez des questions? Alors le parcours, vous voulez dire, pour faire l'astro... Oui, mon parcours personnel est un peu particulier, je ne le recommande pas, disons. C'est-à-dire que j'ai doublé la seconde et la terminale. Donc, c'est pas la seule façon de faire astrophysique. Hein. Parce qu'effectivement, alors je ne sais pas exactement pourquoi, c'est-à-dire que je rêvais un peu, mais je pense que je n'étais pas satisfait non plus de la façon dont on nous présentait les choses. Par exemple, si je vous dis que cet objet-là est attiré à distance par la Terre, c'est la force de gravitation, ben en fait, il n'y a pas de raison, c'est de la télépathie. C'est une force à distance, c'est pas possible, il n'y a rien entre les deux. Et en fait, c'est vrai, c'est pas possible. Et donc Einstein, lui, a dit, ben non, c'est que l'espace est courbé à cet endroit-là, par la Terre, et donc à l'endroit où cet objet se trouve, ben, il est différent, et donc ça change. Mais tant qu'on ne sait pas ça, ben, on apprend, c'est difficile d'accepter les choses, donc c'est peut-être une des raisons. Et donc après, pour moi, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai fait ensuite ce qui s'appelait un DEA en matière et rayonnement, qui n'était pas du tout l'astrophysique. J'avais étudié les couplages antiferromagnétiques, donc des choses pour faire des enregistreurs. Vous savez, quand vous voulez... plus vous arrivez à enregistrer les champs magnétiques de façon fine, plus vous pouvez mettre de données dans un disque dur, par exemple. Donc, on faisait des choses avec des lasers. Donc, j'avais commencé un stage là-dessus, et ensuite, j'ai réalisé qu'en fait, c'était vraiment l'astrophysique que je voulais faire. Donc, j'ai commencé l'astrophysique sans avoir de formation. Et ce qui est extraordinaire avec l'astrophysique, c'est comme ça touche à tous les domaines de la physique, en fait, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut venir de n'importe quelle direction que ce soit. Il suffit juste de travailler beaucoup. Et puis, avoir des connaissances d'anglais et... bien sûr, des connaissances de base en maths et en physique, et maintenant aussi pas mal d'informatique. Ensuite, on est très aiguillé après, une fois qu'on est dans le domaine de l'astrophysique, par ce qui est possible. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont intéressantes, mais auxquelles on ne peut pas répondre, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, en astrophysique, il existe en tout cas deux grandes familles. Il y a des gens qui vont écrire des nouvelles théories avec papier et le crayon, ou avec l'ordinateur, et d'autres qui vont essayer d'être le plus près possible collés à ce qu'on connaît de l'univers, à ce qu'on voit, avec des télescopes, avec des satellites. Et moi, je suis dans la deuxième catégorie. Donc, j'observe l'univers avec des télescopes et satellites. Pendant que je vous parle, il y a un ensemble de 60 antennes dans le désert d'Atacama, Alma, qui est en train d'observer une région du ciel qu'on a programmée, parce qu'en fait, à travers une compétition internationale, on a réussi à obtenir ces observations, et qui nous permettent de remonter le passé de l'univers pour essayer de voir la formation des premières galaxies, et voir si la formation de la première galaxie colle avec notre modèle théorique. Est-ce que ça colle avec cette histoire de matière noire qui est à l'origine des galaxies? Et pour l'instant, on voit des problèmes. Le nombre de galaxies ne colle pas exactement avec ce qu'on attendait. Le nombre d'amas de galaxies ne colle pas exactement avec ce qu'on attendait. Et donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui pourrait résoudre ces problèmes-là. Et donc ça, c'est notre quotidien, avec beaucoup de temps qui est passé justement pour faire des demandes pour accéder au télescope. Quand je vais vous quitter, là je vais retrouver mes étudiants et on doit travailler justement sur des demandes de télescopes parce que la compétition est très très dure. Et donc il faut, si on a de la chance, il faut 1 an pour que la demande soit acceptée, il faut encore 1 an pour que les données soient observées, il faut encore 1 an pour les analyser, et ça si on a de la chance. Parce que si on ne passe pas, il faut attendre l'année suivante pour recommencer. Donc c'est essentiellement aussi des collaborations internationales pour ne pas reposer uniquement sur ce qu'on fait soi-même, et chaque expert est de différents pays. Et ce qui est extraordinaire, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que lorsqu'on rencontre des gens de pays complètement différents, avec des langues complètement différentes, des cultures complètement différentes, par exemple des collègues qui n'ont jamais utilisé une fourchette et un couteau, qui n'ont jamais vu de fromage, etc., etc. Donc on est des cultures complètement différentes. Quand on leur parle de matière noire, de galaxies, d'étoiles, on parle la même langue. On comprend on utilise les mêmes équations, on utilise les mêmes formes de télescopes, etc. Et tout de suite, on est sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est extraordinaire.
Ça fait partie aussi de ce monde-là où il faut nécessairement que toutes les nations travaillent ensemble pour faire une petite avancée. On n'est plus à l'époque, enfin, ça devient plus difficile que quelqu'un se mette dans un bureau et dise « voilà, je vais vous révolutionner tout ça ». C'est dur. Ça devient dur. Oui. La vraie question, c'est est-ce que notre vision de l'univers ne serait pas biaisée et que nos théories ne peuvent pas coller avec ce qui est réellement l'univers, mais que ces théories nous permettraient d'expliquer seulement notre région de l'univers. En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui nos théories ne seraient-elles pas comparables à celles de la Terre plate il y a 2000 ans? Alors, ça, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a d'une part le fait que on a des observations qui sont limitées. Donc, par exemple, on reçoit qu'un peu de lumière, donc maintenant on reçoit des ondes gravitationnelles, dont on espère qu'elles vont nous donner une autre forme d'information. On espère aussi voir avec des neutrinos. On est aussi limité à l'intérieur d'une sphère au-delà de laquelle on ne peut rien voir. Parce que quand on regarde la lumière qui nous arrive d'une certaine distance, elle a mis du temps à nous arriver. Et si on veut regarder au-delà d'une certaine distance, on ne peut pas, parce qu'on se retrouve au moment du Big Bang. Donc en fait, ce qu'il y a au-delà de cet horizon est analogue à l'horizon d'un océan, où ce qui se passerait derrière, on ne le voit pas. Donc imaginons qu'il y a un océan où on voit 4 bateaux, et puis de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a, et de l'autre côté, il y a toute une flotte qui vient nous envahir. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de bateau que vous pouvez dire « c'est bon, on est tranquille ». Non, peut-être que de l'autre côté, il y a une... Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon de l'univers? Pour l'instant, l'hypothèse, ça consiste à dire bah, c'est tout partout pareil. Mais c'est peut-être faux. Il y a peut-être d'autres univers, on parle de multivers, il y a peut-être l'idée d'un Big Bang qui a commencé à 13,8 milliards d'années, c'est la partie qui nous concerne, peut-être qu'il y en a un peu partout, et que l'univers a toujours été éternel et finalement inchangeant à grande échelle. Donc, oui, quelque part, on pourrait dire que notre description de l'histoire de l'univers est un peu analogue à la Terre plate, si on considère que demain, on s'apercevra qu'on a juste décrit une petite bulle. Il faut faire attention avec la Terre plate, parce que maintenant, il y a des gens, aujourd'hui, qui disent la chose suivante. Vous, les scientifiques, vous avez des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Par exemple, la matière noire et l'énergie noire. Donc, vos théories globales sont fausses, puisqu'elles aboutissent à des questions. Et donc, moi, je peux avoir aussi un point de vue équivalent au vôtre. Et donc, moi, je dis la Terre est plate. Par exemple. Puisque vous aboutissez à des... Et là, il faut bien distinguer la chose suivante. C'est que lorsqu'on est à la frontière de la connaissance scientifique, on définit des questions, mais qui ne remettent pas en question l'établissement scientifique. Le fait que cet objet tombe, c'est toujours vrai, et il tombe en suivant la loi de Newton. Lorsqu'Einstein a écrit la théorie d'Einstein, la relativité générale, eh bien, c'est dans des conditions très particulières qu'on va devoir changer la théorie de Newton. Donc la physique est enrichie des questions qu'elle pose, elle s'anoblit avec les questions qu'elle pose, et il ne faut pas la voir comme étant en crise de faiblesse lorsqu'elle pose des questions. De la même manière, lorsque vous montez en haut d'une montagne, vous avez une vue qui vous permet de voir beaucoup plus loin, et vous pouvez voir des choses que vous ne comprenez pas. Celui qui est en bas de la montagne, il pourrait dire moi, le nombre de choses que je ne comprends pas, c'est environ 4, parce qu'il y a ce truc-là, mais le reste, je comprends tout. Et vous lui dites, moi, le nombre de choses que je ne comprends pas, c'est 4000. Et là, il va vous dire, toi, tu es un ignorant. La seule différence, c'est que tout ce que lui il voit, vous le voyez, vous le savez depuis longtemps, vous avez déjà passé ça depuis un moment, et vous voyez un truc qui est beaucoup plus vaste. Et donc, effectivement, vous avez 4000 questions, mais sauf que c'est parce que vous avez un champ d'investigation qui est plus grand. Donc, la science d'aujourd'hui pose de grandes questions, non pas parce qu'elle en sait moins, mais parce qu'elle en sait beaucoup plus. Donc ça, c'est un petit peu paradoxal. Voilà. Oui ? Enfin, on verra ce que c'est, oui. De la trouver ? Ça, c'est pas gentil, ça. Est-ce que vous seriez en train de dire qu'il est possible que les chercheurs sachent que la matière noire, ce que c'est, enfin, inconsciemment, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont... Alors, c'est une bonne question. En fait, derrière la question qui est posée, il y a effectivement des a priori inconscients. On a des a priori inconscients. Par exemple, je disais, on a l'a priori que la matière noire est d'un certain type, cette fameuse mauviette, etc. Et donc, on cherche dans certaines directions et pas dans d'autres. Après,
Est-ce qu'on n'a pas envie de savoir? Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même... en fait, les scientifiques aiment bien dire à d'autres scientifiques, tu t'es planté, et voilà, j'ai raison. Et donc, je pense que plus fort encore que le désir de continuer à rester dans la question que j'ai énoncée, qui fait que je m'inquiète du jour où on connaîtra la nature de la matière noire, il y a l'ego des scientifiques qui disent j'aimerais bien être celui qui dit qu'il a trouvé, moi. Et puis, il y a la compétition aussi. On se dit, lui, il est sur le point de le trouver, il faut que je le trouve avant, etc. Donc, par exemple, sur le trou noir au centre de Messier 87, il y a un instrument qui s'appelle Gravity, au VLT, où il y a une compétition, et tout le monde veut le prix Nobel. Donc les deux expériences, Gravity et l'Event Horizon Telescope, voulaient le prix Nobel pour voir les trous noirs, et ils se sont fait tous les deux doubler par les ondes gravitationnelles, qui n'avaient pas du tout prévu de voir des trous noirs, ils cherchaient des étoiles à neutrons, et ils ont raflé le prix Nobel, sans faire exprès, au passage. Excusez-nous, on passe, et les autres, plus de prix Nobel. Donc voilà, donc on ne peut pas calculer. Alors après, il y a un type qui s'appelle Gaston Bachelard, qui a un peu résumé le genre d'obstacle auquel on peut être confronté. Effectivement, il y a ce qu'on appelle l'obstacle épistémologique. C'est le fait que ce que l'on sait peut être une source d'aveuglement, parce qu'on ne peut pas voir ce qu'on ne sait pas. Donc il appelait ça un obstacle épistémologique. Et donc, par rapport à ça, il a proposé 4 règles. Il a dit qu'il faut se libérer de ses préjugés, il faut éviter les habitudes intellectuelles, se remettre sans cesse en question, refuser les arguments d'autorité. Donc faire attention, parce que si votre professeur vous dit quelque chose, donc il a l'autorité du professeur, il ne faut pas lui refuser devant. Parce que là, je regarde. Vous écoutez ce que dit le professeur. Si vous pensez qu'il y a un problème dans ce qu'il dit, vous réfléchissez, mais il faut quand même vous arriviez à la fin de l'année, il ne faut pas vous faire virer, etc. Mais globalement, refusez l'argument d'autorité. Vous pouvez dire éventuellement à votre professeur, mais dites-moi, vous dites ça, mais pourquoi? Et là, votre professeur va vous dire, mais parce que tac, tac, tac. S'il vous dit, parce que je te l'ai dit, laissez sa raison inquiète, c'est-à-dire être tout le temps inquiet. C'est la question ouverte. Ça, je sais que c'est un peu délicat, mais je pense qu'il est sain d'être inquiet. Et on a toujours tendance à dire, il faut arrêter d'être stressé, etc. En fait, moi, je trouve que c'est pas mal d'être stressé. Parce que, en fait, ça veut dire que vous tendez vers, vous posez des questions, vous êtes ouvert. Alors, il ne faut pas être stressé de façon négative, mais de façon positive. C'est-à-dire que vous revendiquez le fait que vous avez envie d'en savoir plus. Oui ? Ça, c'est une très bonne question aussi. En fait, ça, c'est un problème fondamental dans ce qu'on appelle la recherche fondamentale. C'est-à-dire que si aujourd'hui, si à l'époque d'Einstein, on lui avait posé cette question, qu'est-ce qu'apportera le fait de savoir que lorsqu'on se déplace quasiment à la vitesse de la lumière, le temps s'écoule plus lentement? Je suis désolé, mais moi je cours vite, mais on n'est pas près d'y arriver. Et donc, je ne sais pas ce qu'il aurait pu répondre. Aujourd'hui, vous avez un GPS. On utilise tous un GPS. Eh bien, sachez que pour pouvoir savoir votre position, le GPS utilise des horloges atomiques qui vont, justement, comme je disais pour les télescopes tout à l'heure, qui vont mesurer précisément le temps qu'a mis le signal à vous arriver, etc., à arriver au satellite. Et le temps s'écoule plus lentement à mesure qu'on s'éloigne de la Terre. Donc ici, le temps s'écoule à une certaine vitesse. Si je soulève ça, si c'était une horloge atomique, si je la soulevais juste de ça, eh bien, elle mesure que le temps s'écoule plus lentement, selon Einstein. C'est mesuré. Maintenant, imaginez dans un satellite, ça s'écoule encore un peu plus lentement. Peu, mais... Eh bien, si vous ne preniez pas en compte ça, cette correction qui vient de la théorie d'Einstein, au bout d'une journée, au bout de 24 heures, votre GPS serait faux de 14 km. Et donc, en gros, vous pourriez passer au-delà d'une falaise. D'accord, c'est que vous prenez une voiture automatique et réglée sur GPS, vous êtes mort. Donc, les voitures automatiques sans la théorie d'Einstein, c'est mort. Et donc, qu'est-ce que demain on pourra faire de la réponse? Alors déjà là, en connaissant sa théorie, il n'aurait pas su répondre. Moi, je ne connais même pas la théorie qui va répondre à la matière noire. Donc c'est super délicat. Mais par exemple, tout ça c'est lié à la gravité, qui est une force qui, pour l'instant, on n'a pas de théorie qui permette de concilier la gravité avec la mécanique quantique, la théorie de l'infiniment petit. Et donc, peut-être que la matière noire sera résolue quand on aura une théorie qui parle de tout ça. Et à ce moment-là, cette théorie aura des implications majeures. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être qu'on pourra faire de l'antigravité.
Si certaines interprétations de l'énergie noire, de cette accélération d'expansion de l'univers, c'est qu'il existe une forme d'antigravité. Je ne sais pas, si on était capable de faire de l'antigravité, on n'aurait pas besoin de fuel pour voler dans les avions. On pourrait, alors maintenant, ça peut paraître fou, mais on pourrait dire, bon, ben maintenant, je mets la gravité négative, pouf, on s'envole. Donc effectivement, je n'ai pas la réponse à la question, mais c'est le propre de la recherche fondamentale que, par exemple, les semi-conducteurs qui sont utilisés dans vos ordinateurs pour faire tous les calculs qu'on fait, au moment où ils ont été construits, on ne savait pas qu'on pourrait les utiliser pour ça. L'astronomie, par exemple, essaye de capter quelques petits grains de lumière qui viennent de l'espace. Donc pour ça, au début, on regardait avec l'œil, puis après, on a voulu collecter beaucoup de lumière au cours du temps. Donc on a fait des CCD, des petites caméras, qui permettaient de collecter la lumière avec une grande précision dans les télescopes où il y a très peu de lumière. Personne d'autre n'avait besoin de ça, de collecter de la lumière avec des sources qui étaient très peu de lumière. Et donc on a développé ça pour l'astronomie avec une avancée majeure dans ce domaine. Et maintenant, on a tous un téléphone portable avec une toute petite caméra qui doit être capable de faire une image avec quelques particules, avec peu de lumière. Et bien ça s'inspire de toutes les découvertes qui ont été faites pour l'astronomie, qui n'étaient pas du tout prévues pour ça. Si vous aviez dit à un astronome à quoi va servir ta caméra, il vous aurait dit à mieux comprendre la galaxie Messier 31. Et vous lui auriez dit mais ça n'apporte rien aux gens. Ben, maintenant si, mais il a fallu du temps. Donc effectivement, toujours, vous avez un problème de politique qui est que pourquoi allez-vous financer de la recherche fondamentale puisque ça n'apporte rien? Toujours, on a des politiciens qui nous expliquent ça, même s'ils connaissent l'histoire, ou peut-être ils l'ont oublié, mais les grandes avancées viennent de ça. Par exemple, l'image qu'on donne souvent, c'est de dire que ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on peut inventer l'ampoule. Donc, si on ne fait pas de recherche fondamentale pour trouver l'ampoule, on va faire des bougies de plus en plus fines, mais on ne fera jamais l'ampoule. Donc, c'est ça la recherche fondamentale, c'est d'arriver à passer des sauts majeurs. Et la matière noire et l'énergie noire, peut-être que lorsqu'on connaîtra leur nature, ça ne changera rien, ou peut-être que ça changera tout. Pour l'instant, c'est un pari.